Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre sur Al24 News, nous sommes en direct pour un nouveau numéro de l'échiquier international et un nouveau thème d'actualité à débattre. Restez avec nous. Et au lendemain de la clôture de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte ce soir, je vous propose de revenir sur les résultats de cette COP, un sommet qui s'est refermé dimanche alors que c'était initialement prévu samedi. Les 15 jours de négociations n'ont vraisemblablement pas suffi à parvenir au compromis escompté sur un bon nombre de dossiers. Heureusement, un texte final a in extremis été adopté, basé sur cet accord ou cette promesse pour l'établissement d'un fonds à destination des pays pauvres pour les aider justement à financer les pertes et les dommages dus au changement climatique. Il s'agit, selon les observateurs, du seul véritable exploit du sommet. Aujourd'hui, on pourrait s'interroger, cet accord est-il suffisant? La promesse d'aider les pays pauvres à faire face aux impacts du changement climatique sera-t-elle réellement tenue ou connaîtra-t-elle le même sort que les engagements pris lors des précédentes COP? Parmi ces engagements, il y a cet aspect lié aux émissions de gaz à effet de serre. Dans le texte final adopté lors de cette COP27, on retiendra qu'aucun nouvel objectif contraignant n'a été fixé. On va évoquer tous ces aspects, les enjeux climatiques auxquels est confrontée aujourd'hui la planète, le monde surtout. Les décideurs politiques prennent-ils conscience assez de ces enjeux, de l'urgence climatique brandie par les experts? Tous ces sujets, nous allons les décrypter avec mes invités ce soir. Mustapha Mekidej est avec nous sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Je crois que c'est la première fois que je viens à l'échiquier international. Vous êtes économiste, expert international en énergie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons également avec nous l'économiste Reda Younes Bouassida, professeur des universités. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, vos réactions, messieurs, sur cette COP27. Pour la présidence égyptienne, c'est une mission accomplie, mais pour beaucoup d'États participants, ça a été un sommet plutôt décevant, Mustapha Mekidej. Oui, vous l'avez dit, je crois, en introduction, les résultats sont insuffisants pour la réduction des gaz à effet de serre, qui est l'objectif principal donc, de cette COP27, comme pour les autres d'ailleurs. Oui. Et donc, finalement, il n'y a pas eu d'objectifs quantifiés qui ont été fixés pour la prochaine étape. Ça, c'est quand même donc une insuffisance qu'il fallait souligner. Seul bémol, et peut-être, je dirais pas aspect positif, c'est la décision de création d'un fonds sur les pertes et dommages subis par les pays, des pays qui n'ont pas été identifiés d'ailleurs de façon précise. Donc on dit les pays pauvres ou les pays. Donc, et surtout les engagements de financement qui vont avec la création d'un comité de transition qui va donc préciser ce qui est resté dans le flou dans le texte portant création de ce comité, notamment quels sont identifiés les pays qui ouvrent droit à ce type de, si vous voulez, de dédommagement. Oui. Les pays du tiers-monde, c'est un terme vague, donc il va falloir identifier donc cet aspect des choses. Ce que je voudrais ajouter, c'est que par rapport à Glasgow, il n'y a pas eu de percée significative. Justement, donc on va voir si les pays les plus industrialisés, les pays qui polluent le plus vont mettre la main à la poche pour pouvoir financer les pays les plus vulnérables. Jusqu'à présent, les engagements pris à Paris n'ont pas été tenus de ce point de vue. On va y revenir. J'aimerais justement poser la question à Younes Bouassida. Selon vous, quel bilan tirer de cette COP27 comparé aux précédentes éditions? Oui, merci. Alors, ce qu'on pourrait dire de cette COP27 tenue en Égypte, c'est que, d'ailleurs, ce que a déclaré le secrétaire général de l'ONU, c'est un échec. Pourquoi? Comme il l'a bien souligné mon précédent, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau par rapport aux COP précédentes. D'abord, ils ont créé, enfin, soi-disant, un fonds spécifique pour pertes et préjudices, sans toutefois mentionner les montants, justement, les montants d'argent
qui vont être débloqués, ça Oui. c'est d'une part. Oui. Et de l'autre part, ils ont aussi annoncé une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre, mais sans préciser ou sans donner de détails, c'est-à-dire… Sans parce que calendrier. là, oui, il n'y a pas de calendrier. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, on n'a pas respecté les engagements, précédents, c'est-à-dire par rapport à la COP26 qui s'est tenue à Glasgow, notamment la réduction d'ici la fin 2022 des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi on n'a pas surtout tenu les engagements de la COP21 tenue en France, à Paris, en ce qui concerne la limitation de la température à 1,5 degrés Celsius, justement pour essayer de limiter les conséquences négatives qui affectent le climat et surtout le bien-être des populations. Donc, mon avis, c'est que cette COP27 n'a rien apporté de nouveau, si ce n'est le fonds spécifique que nous avons tous mentionné tout à l'heure. Oui. Et d'ailleurs, il faut bien souligner que créer un fonds spécifique, il faut savoir que les pays en développement ont besoin des milliards de dollars. On va certainement revenir tout à l'heure. Justement, Younes Barseda, on va développer sur cet accord, sur le contenu de cet accord de financement des pays les plus vulnérables face au changement climatique. Donc, on annonce la somme, Mostafa Mekidesh, de 340 millions d'euros. Pensez-vous que c'est suffisant? On peut dire que c'est une goutte dans un océan au regard donc des enjeux climatiques. Et combien d'années faudra-t-il pour mobiliser suffisamment donc d'argent afin que ces mécanismes soient justement réellement efficaces? Moi, je pense qu'il faut voir la volonté des acteurs qui sont signataires de cette convention, parce qu'il s'agit d'une convention des Nations Unies sur le climat. Donc, oui. Et vous avez noté avec moi que l'absence de la Chine, donc représentée, je parle de son président, donc il n'était pas donc à la COP. Donc ça, c'est un signal qui témoigne donc qui est à relever. Le deuxième aspect, c'est que le président Biden, qui est le deuxième pays plus grand pollueur avec la Chine et l'Inde, donc est venu après l'inauguration, donc vers la fin, donc c'était avec un retour, disons, parce que les États-Unis, je vous rappelle simplement que le président précédent Trump donc était sorti de l'accord. Là, il revient donc, mais sans que. Alors, ceci témoigne du fait que sur le plan du financement, la problématique des 100 milliards qui n'ont pas été mobilisés, qui avaient été décidés de mobiliser, donc à l'accord de Paris, n'ont pas été atteints. Absolument. Et que ça demeure, c'est une question qui reste encore le financement par les pays les plus grands pollueurs, donc n'est pas encore réglé. En tout cas, il n'y a pas de consensus là-dessus, sur cette question-là. Très bien. Je voudrais juste dire qu'on ne peut pas parler d'échec avec 40 000 participants, avec une prise de conscience, on peut dire qu'il n'y a pas eu un succès relatif. Ou dire un échec, moi je serais plus circonspect sur ça. D'autant que pour le méthane, donc, il y a eu une décision qui a été prise d'arrêter les émissions de méthane. Donc, et par rapport aux autres énergies, je pense que le contexte géopolitique donc, fait évoluer également la problématique si vous voulez, du climat aussi. Donc elle s'inscrit dans une évolution géopolitique particulière. Je pense qu'on pourra en dire quelques mots. Alors, pensez-vous justement à ce propos, Mostafa Mekidesh, que les pays du Nord vont se résoudre à finalement accepter l'idée de venir en aide aux pays du Sud cette fois-ci? D'abord, avant de parler donc, des pays du Sud, donc, je voudrais juste donner un chiffre pour l'Afrique, mon continent. Donc, oui. Dans mon continent, vous savez que sur les capacités photovoltaïques mondiales, en Afrique, il n'y a que 1% qui sont alors qu'elle a 60% en matière si vous voulez, de potentiel solaire. Oui. Vous imaginez la situation et le niveau, donc également, deuxième chiffre pour mon continent, l'Afrique, c'est 3% des consommations mondiales d'hydrocarbures. Ça veut dire que si on considère effectivement, c'est un continent qui ne pollue pas, donc qui n'a pas participé, si vous voulez, oui.
à ce que les spécialistes de l'ONU appellent les interférences anthropiques dangereuses, donc qui sont les activités de pollution qui ont été surtout le fait des pays du Nord, des pays développés, industrialisés, fortement industrialisés, y compris la Chine d'ailleurs. Donc ce que je veux dire dans ce cadre-là, c'est que finalement les modèles de consommation énergétique des pays du Nord eux-mêmes sont questionnés. Oui. Parce qu'on a vu avec ce qui s'est passé avec la guerre d'Ukraine, le retour au charbon dans des pays comme l'Allemagne, par exemple, et également le fait qu'on a voulu disqualifier injustement à Glasgow l'utilisation du gaz naturel, par exemple, ce qui était une aberration et qui n'a pas été d'ailleurs reprise dans ce sommet-là. Alors, jusqu'à quand les pays industrialisés, Younes Bouasseda, continueront à se renvoyer la balle? D'un côté, la Chine qui reproche aux Occidentaux de ne pas remplir leurs engagements, de verser chaque année 100 millions de dollars d'aide aux pays les plus vulnérables, et d'un autre, donc les pays occidentaux qui accusent la Chine de rester dans cette case des pays émergents. Oui, d'abord, je tiens à souligner quelque chose qui est très important. Avant, c'était les pays développés qui étaient contre ou ne voulaient pas financer ou apporter de leur aide aux pays de développement et pays pauvres. Mais maintenant, il faut bien savoir que ce n'est plus que les pays développés qui sont réticents, hypocrites par rapport pour apporter ces aides. Il y a aussi quelques pays émergents comme la Russie par exemple, et aussi il y a les pays en développement comme l'Arabie Saoudite par exemple, qui est un grand exportateur de pétrole et de gaz. Oui. Donc il est contre le fait d'apporter des aides financières ou de contribuer à limiter le réchauffement climatique. Pour revenir à votre question, oui, il faut savoir que d'après une enquête de l'ONU, les pays en développement et les pays pauvres auront besoin chaque année de 2400 milliards de dollars pour justement faire face ou pour financer des mesures d'adaptation, c'est-à-dire pour absorber les chocs climatiques, sécheresse, inondations, pénurie d'eau, etc. Mais aussi pour financer des mesures d'atténuation, ça veut dire par exemple pour passer ou pour faire la transition énergétique. Et dans les 2400 milliards de dollars, ils peuvent financer eux-mêmes, c'est-à-dire ces mêmes pays, 1400 milliards, et le reste, c'est-à-dire 1000 milliards, il faut qu'ils proviennent ou il faut que les pays développés apporteront ces sommes-là. Donc ça, c'est d'un côté. Oui. Il faut savoir aussi, ces mêmes pays développés qui veulent pas ou qui sont réticents à apporter leur aide aux pays en développement et pauvres. Ce sont les pays les plus pollueurs au monde depuis au moins la première révolution industrielle, c'est-à-dire à peu près depuis 1850, parce qu'ils contribuent à raison de 75% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand on voit par exemple l'Afrique qui contribue à hauteur de à peu près 3 ou 4% d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde, on voit toute la différence entre ces pays-là, c'est-à-dire les pays développés, les pays en développement et pauvres. Il faut aussi souligner autre chose. On se souvient par exemple, on était au Pakistan. Les inondations ont fait 1700 morts. Ils ont affecté 33 millions de personnes et des dommages estimés à 10 milliards de dollars. Et en même temps, le Pakistan, ses émissions de gaz à effet de serre sont moins de 10% au niveau mondial. Donc, vous voyez toute la différence entre les pays en développement et les pays développés en matière d'inégalité. Sur le plan financier, oui. Donc, on l'a compris, Monsieur Mekida, sur ce point. Je voudrais simplement peut-être faire une remarque et un bémol sur ce narratif. Sur les énergies fossiles. Sur ce narratif, concernant le secteur de l'énergie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait de dire que le secteur de l'énergie est responsable pour 75%, pour les 3/4 au moins, des émissions à gaz à effet de serre. Ça, c'est connu, c'est acté.
Mais tout simplement, vouloir faire payer par un pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou les Émirats, et puis ensuite l'Algérie, les pays exportateurs d'énergie fossile, leur faire payer, si vous voulez, la facture pour pouvoir de l'ensemble des dégâts qui seraient commis, ça, je ne suis pas d'accord. Et je partage tout à fait, en ce qui me concerne, le point de vue de l'Arabie Saoudite, parce que je voudrais que pour ce narratif, les choses soient bien claires. Dans, si vous voulez, le basket énergétique, si vous voulez, Oui. jusqu'à 2050, le gaz naturel est incontournable. Ça sera même, si vous voulez, l'un des éléments fondamentaux. Donc, Oui. par conséquent, il va falloir produire du gaz naturel. Et vous avez vu la position donc, des pays de l'Europe, de l'Union européenne en particulier, Dans le contexte actuel, qui demandent oui. du gaz hic et nunc, c'est-à-dire immédiatement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investissements devront continuer à se faire dans ce secteur. On ne peut pas du jour au lendemain dire « donnez-nous du gaz ». Alors donc on sort des trucs jusqu'à 2030. En fait, en vérité, dans le Conseil mondial de l'énergie a donné, donc, dans un des scénarios qu'il a mis en place, donc a acté le fait que dans le basket énergétique, dans le mix énergétique du monde, hein, je parle, hein, Oui. donc il y aura la prépondérance du gaz naturel. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs, vous avez donné cette information à juste titre hier dans AL24, que le Qatar vient de signer hier avec la Chine un accord sur le GNL jusqu'à de 27 ans. Pourquoi 27 ans? Ça nous ramène à 2050. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut déculpabiliser et avoir un regard plus selon le principe, si vous voulez, de réalité, Oui. un regard plus juste sur le positionnement des pays comme le mien. Oui. Et dans ce cadre-là, je pense que notre discours doit être le narratif sur ces questions d'énergie liées à l'environnement devrait prendre en compte le fait que l'Algérie continuera, si vous voulez, d'exploiter son gaz naturel, mais en même temps, elle est un acteur majeur avec les autres pays du Golfe pour pouvoir accompagner, si vous voulez, la transition énergétique, Oui. parce qu'il y a donc des conditions naturelles avec l'ensoleillement, et il faut aller vers des systèmes hybrides. Très bien. Pour le moins. Donc n'essayons pas, si vous voulez, un peu de faire porter, si vous voulez, un poids trop lourd sur les investissements pays. Non, absolument. Et que ces pays-là doivent participer aux investissements. Je vous rappelle simplement qu'à Glasgow, il y a eu donc un texte qui a été pris pour d'abord, pour le charbon, donc l'arrêter, et arrêter les investissements dans le pétrole et le gaz. Il a fallu que l'Union européenne rétropédale sur ces questions-là, et on l'a vu, elle a rétropédalé juste avant la guerre d'Ukraine, mais là, elle revient sur des... Donc, il faut être très sérieux. On ne peut pas, si vous voulez, du jour au lendemain, donc prendre, si vous voulez, ses rêves pour des réalités. Alors, pour atteindre ces objectifs, Reda Younes Bouassida, le réchauffement climatique, on le sait, est devenu une réalité. On le voit ces dernières années avec toutes les catastrophes naturelles qui se multiplient et qui menacent désormais même les pays du Nord, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. De toute façon, le réchauffement climatique, il affecte plus les pays du Sud que les pays du Nord, pour la simple raison que les pays du Nord, ils possèdent pour le moment, ils possèdent les moyens pour faire face justement aux répercussions négatives du changement climatique. On a vu que l'Allemagne... oui, allez-y, vous développez. Attendez, je t'explique. Mais il faut souligner quand même quelque chose. Nous ici, on est sur le long terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde les 5 scénarios que le groupe d'experts intergouvernemental commandé par l'ONU a conclu. Il y a 5 scénarios, c'est simple. Un pessimiste et un optimiste. L'optimiste, c'est que les pays du monde, notamment les pays développés, vont commencer à réduire leur émission de gaz à effet de serre, mais aussi, il ne faut pas oublier, les pays exportateurs de pétrole et de gaz et de charbon, parce qu'ils ont leur empreinte écologique, et il faut bien le souligner, parce qu'ils ont aussi leur part
de responsabilité d'un côté, et de notre côté, ils ne sont pas en train de sauvegarder l'avenir de leurs enfants et leurs petits-enfants, c'est-à-dire l'avenir des générations futures. Ça a été souligné en 1987 dans le rapport Brundtland. Mais il est important de souligner que la plus grande responsabilité incombe aux pays qui polluent le plus. Bien sûr, je ne dis pas que les pays d'ici sont plus responsables que les pays développés. Les pays développés, on sait qu'ils sont les premiers responsables. D'ailleurs, depuis la première révolution industrielle, enfin depuis 1850, d'après encore une fois le GIEC, il y a plus de 2500 milliards de tonnes de CO2 émis jusqu'à l'année 2020. Et dans les 2500 milliards de tonnes émises, la contribution des pays développés, elle dépasse largement les 75%. Ça, c'est d'un côté. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc je disais le premier scénario, le plus positif, enfin le plus optimiste, c'est que les pays développés commencent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 40, voire 45% jusqu'à l'année 2050. Après, on va stabiliser le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius. Et au-delà, la température sur Terre va commencer à diminuer. Oui, mais cet objectif n'a pas été atteint. Mustafa Megiddo, je vous disais le premier scénario. Non. Je voudrais juste rebondir sur ce que disait mon collègue. C'est que je parle par exemple des États-Unis, pays le plus grand pollueur. Oui. Dans leur Build Back Better Act, c'est-à-dire leur loi, donc pour pouvoir réduire mieux construire, mieux avoir donc un comportement plus citoyen, moins énergétivore, et ils ont autorisé les projets d'exploration et d'exploitation des énergies fossiles. Ça, c'est une réalité, donc c'est un élément sur lequel, c'est dans leur propre loi, elle vient d'être passée. Et ça signifie quoi? Ça signifie qu'entre, si vous voulez, le rêve de vouloir réduire immédiatement donc les gaz à effet de serre et la réalité dans laquelle est insérée la situation économique mondiale fait que l'énergie... Par contre, ce qu'il faut faire, et je pense que c'est une piste pour mon pays, l'Algérie, c'est de réduire, par exemple, d'avoir, si vous voulez, une réduction, un modèle de consommation énergétique qui soit plus sobre. Et de ce point de vue-là, on n'en fait pas assez. Par exemple, vous donc avoir la possibilité de développer, si vous voulez, donc l'économie circulaire pour récupérer les déchets, avoir une politique plus agressive, et la Sonatrach commence à le faire, mais donc est en train de développer une politique pour réinjecter ces gaz torchés et réinjecter donc non pas dans l'atmosphère mais dans les puits. Et ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a des efforts qui sont faits. Il nous reste 3 minutes, Monsieur Bekidach, pour donner le dernier mot à Monsieur Reda Younes Bouasseda. Vouloir donc faire endosser au pays exportateur d'énergie tous les maux relevant du réchauffement climatique me semble un peu trop. Le dernier mot, Monsieur Bouasseda, sur ce point toujours. Comment avoir cet équilibre entre développement, on va dire énergétique ou investissement dans le secteur de l'énergie et la transition énergétique en même temps? Ce qu'on pourrait dire, c'est que les pays développés, ils commencent à faire une transition énergétique et limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que justement, il faut que les pays développés apportent leur aide. Je disais tout à l'heure, il y a 1000 milliards des 2400 qui restent. Il faut qu'ils apportent leur aide aux pays du Sud pour justement qu'ils puissent faire face et absorber les chocs climatiques. Comment faire face à ces réticences, à votre avis? Comment faire face aux réticences? Je vous disais tout à l'heure, il y a les investissements d'adaptation. Par exemple, il y a des sécheresses, des inondations. Les moyens financiers peuvent absorber ou peuvent contenir ces chocs climatiques. Il y a aussi les investissements d'atténuation, justement, par exemple, pour faire une transition énergétique, pour consommer propre,
pour améliorer une agriculture moderne et inclusive, etc. Donc tout ça, il faut le faire, où il faut qu'il y ait une collaboration entre les pays développés et les pays pauvres, qui ont développement et pauvres. Pour conclure, oui, je voudrais juste dire que, non, rapidement, je veux dire, 15 secondes. Non, rapidement, c'est-à-dire que pour passer, si vous voulez, à un basket, à un mix énergétique qui va dans le sens d'une réduction, je pense que l'Algérie a déjà entamé la réflexion et en tout cas même la mise en œuvre avec le programme des 10 000 mégawatts donc d'origine photovoltaïque. Et je viens de revenir juste pour conclure sur ça. J'étais dans le jury d'une thèse à Béjaïa, à l'université de Béjaïa, sur cette question-là. Et vous savez, donc, la doctorante en question a travaillé sur l'hybridation des systèmes isolés du Grand Sud pour pouvoir, au lieu d'utiliser uniquement du diesel, utiliser le solaire. Et ça témoigne du fait que même la communauté universitaire en Algérie développe ce type de réflexion. Merci, Monsieur Mekidesh, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Je remercie également Reda Younes Bouarseda pour sa contribution dans cette émission. Je vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.